Mesdames et messieurs, c'est encore et toujours un réel plaisir pour moi de vous présenter ces numéros de RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et des développements durables en République démocratique du Congo. Dans cette nouvelle édition de RDC Environnement, nous recevons pour vous Alain Goulungu, consultant en matière de négociations climatiques, avec qui nous allons échanger autour des négociations climatiques en lien avec la COP 27. Identification, développement et validation du contenu des 5 spécialisations du programme de Master en ressources en eau de l'École supérieure de l'eau. C'était le mardi 29 novembre 2022 au Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, à l'Université de Kinshasa, UNIKIN. Et puis, au cours de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies, la République démocratique du Congo a obtenu des promesses de 230 millions de dollars américains d'ici 2030 pour renforcer l'adaptation et la résilience des communautés les plus vulnérables au changement climatique. La vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazali Massoudi, l'a dit au cours d'un briefing organisé lundi 28 novembre 2022. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Je vous le disais dans les titres, les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, en collaboration avec Waternet de la SADC et la SICOS, ont organisé mardi 29 novembre 2022 un atelier d'identification, de développement et de validation du contenu des 5 spécialisations du programme de Master en ressources en eau. C'est pour identifier l'expertise nécessaire et de faire des propositions concrètes pour répondre aux besoins réels de la population et de la sous-région du bassin du Congo. Ces programmes de Master en ressources en eau permettra aux étudiants et apprenants d'être capables de répondre aux enjeux de l'heure face au changement climatique. Cette cérémonie s'est déroulée au CREBAC dans l'enceinte de l'Université de Kinshasa. Ruth Kambaji et Armen Goma étaient présents pour plus de détails. Plusieurs professionnels du secteur de l'eau, experts et autres scientifiques se sont réunis au Centre des recherches en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, autour du programme de Master en ressources en eau pour identifier, développer et valider les contenus des 5 spécialisations du programme en Master en ressources en eau de l'École supérieure de l'eau. Cette formation des ressources humaines sur les questions de ressources en eau va permettre aux étudiants et autres apprenants d'être capables de répondre aux enjeux de l'heure, d'appréhender et de gérer de façon intégrée et transversale les ressources en eau en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. L'objectif de cet atelier est d'évaluer les contenus des 5 spécialisations de formation en ressources en eau, d'identifier l'expertise nécessaire et de faire des propositions concrètes pour que la formation réponde aux besoins réels. Il était question pour ces professionnels, experts et scientifiques de définir les orientations des spécialisations. Il est question maintenant que nous puissions définir les orientations pour les spécialisations. Nous avons 5 spécialisations. Nous avons la spécialisation eau et énergie, deuxième spécialisation eau et navigation, troisième spécialisation eau et biodiversité, quatrième spécialisation eau, irrigation et sécurité alimentaire et cinquième spécialisation c'est eau potable et assainissement. Alors les étudiants qui ont déjà terminé leur tronc commun de premier semestre sont maintenant appelés à se choisir l'une des spécialisations. C'est ainsi que nous étions ici avec les experts pour revoir les contenus de ces spécialisations pour que cela réponde réellement aux besoins exprimés sur terrain par les institutions au niveau pour la gestion des ressources en eau dans notre pays et au niveau de la région de l'Afrique centrale. Ces 5 spécialisations sont notamment eau et assainissement, eau et énergie, eau et navigation, irrigation et sécurité alimentaire et enfin eau et biodiversité. Des spécialisations devront permettre aux étudiants et apprenants d'intégrer les institutions tant du secteur public que privé, d'identifier les problèmes réels de gestion des ressources en eau et par ricochet répondre aux besoins de la société en matière de gestion, eux-mêmes utiliser des ressources en eau qui sont également un bien économique comme social. Cet atelier
est vraiment d'une importance capitale puisque nous venons de finir avec les cours du premier et du second semestre. Alors, il aurait fallu qu'on puisse préparer pour nous un curricula, les cours qu'on devait voir dans la spécialisation. Il a été question de mettre en place les unités d'enseignement qui devaient être beaucoup plus pratiques pour qu'à la sortie de ces masters, que nous soyons en mesure de résoudre les problèmes concrets sur terrain. Pour enrichir les débats et les documents d'études, les participants se sont répartis en 5 panels pour réfléchir à fond autour du processus de la mise en œuvre du programme des masters en ressources en eau. Ces différents panels ont donné lieu à une panoplie de recommandations. Dans les groupes spécialisation eau et biodiversité. Et dans ces groupes, nous avons eu à énumérer quelques éléments constitutifs, entre autres les impacts qui tient à mon domaine de formation, les impacts humains sur l'écosystème aquatique et qui affectent la biodiversité. Donc c'est une spécialisation qui va dans le sens de l'évaluation d'abord de la biodiversité, de la protection de la biodiversité et de la restauration de la biodiversité. Voilà donc l'essentiel dans cette spécialisation. Satisfaction pour le professeur Jean-Marie Kayembentumba, recteur de l'UNIKIN, du travail abattu par les professionnels, experts et scientifiques du secteur en eau, tant sur les recommandations auxquelles ils ont abouti à un rapport avec la mise en œuvre du programme de master en ressources en eau que sur les valeurs intrinsèques de la ressource en eau tant que bien social et économique. Nous sommes fiers réellement pour cette école à vocation régionale, sous-régionale et pourquoi pas mondiale. Nous rêvons de cela, étant donné que notre pays est quand même un des mieux fournis en termes d'eau et en termes de forêt. RDC Solutions, d'où est partie certainement UNIKIN Solutions. Mais les solutions ne viendront que des réflexions qui se font de manière transversale comme vous, qui nous faites découvrir aujourd'hui que l'eau n'est pas aussi simple qu'on y pense. C'est déjà un composé hétérogène en lui-même. C'est déjà une source d'énergie extraordinaire. Et lorsque un pays n'a pas d'eau potable, c'est voué complètement à la mort. On a même l'impression d'en avoir un peu de trop. Parce que chaque fois qu'il pleut, la conséquence, la première, faute d'irrigation, j'ai entendu que vous entreprenez une formation également dans l'irrigation des eaux. Comment ne pas nous permettre de résoudre des problèmes multidimensionnels qui appellent absolument une réflexion pas unique, mais aussi plurielle. Donc c'est un encouragement particulier pour nous. Promouvoir les services en ressources en eau à travers la formation et les renforcements des capacités est la clé à la valorisation des ressources en eau du bassin du Congo. La nécessité était donc pour l'École supérieure de l'eau du CREBAC de concevoir depuis 2018 un programme de formation en faveur des experts pour répondre aux besoins de la RDC et de la région de l'Afrique centrale en matière de la gestion des ressources en eau dans le bassin du Congo, tout en tenant compte des aspects liés au changement climatique. Actualité de la COP27 à présent, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué, a co-animé lundi 28 novembre 2022 les briefings avec la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Ces briefings a été essentiellement axés sur les résolutions des 78e réunions du Conseil des ministres, les résultats de la participation de la République démocratique du Congo à la COP27, ainsi que d'autres questions d'actualité au pays. Pour en savoir un peu plus sur les résultats de la participation de la RDC à la COP27, je vous propose de suivre la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, qui a précisé que le pays a pu avoir une promesse de 230 millions de dollars pour renforcer l'adaptation d'ici à 2030. On l'écoute dans cet extrait choisi par Didi Mavambo, Nombolo Pépé. Mais pour nous, comme pays solution, République démocratique du Congo,
nous avions 5 objectifs de notre participation et donc nous allons nous évaluer par rapport à ces objectifs. Premièrement, nous devions consolider le leadership environnemental et climatique de la RDC en tant que pays solution à la crise climatique. Parce que si nous avions présenté cela en 2021, l'année passée, peut-être les autres pays étaient dans la surprise. Nous avons expliqué pourquoi nous sommes pays solution. De cette époque, donc de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, c'était maintenant la consolidation de cette position-là. Deuxièmement, vendre une image positive du pays à travers notamment le pavillon RDC. Parce que dans ce genre de conférences, lorsqu'on y va, on a des pavillons. Vous allez montrer les échantillons en fait de ce que vous avez comme potentiel et ce que vous avez déjà effectué comme action ou alors les ambitions par rapport à l'activité, c'est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique. Troisième objectif, c'était participer activement à défendre les positions de la RDC aux négociations. Parce qu'il y a une série de négociations. Au début, il y a les segments de haut niveau, des chefs d'État, etc. Après, il y a des ministres suivis des négociations de tout ce qui concerne les thématiques du climat. Et quatrième objectif pour nous, c'était contribuer au renforcement de l'intérêt de la communauté climatique internationale sur les bassins du Congo. Parce que nous parlons de la RDC, c'est vrai, mais la RDC se trouve au sein du bassin du Congo. Et le bassin du Congo a tout le temps été ignoré, au-delà du fait que le bassin du Congo joue un grand rôle face aux enjeux du climat. Et enfin, le cinquième objectif pour notre pays, c'était tisser des partenariats susceptibles d'appuyer la RDC dans sa vision des pays solutions à la crise climatique. Lors des négociations proprement dites et qui ont commencé du 9 jusqu'au 20 novembre, les négociations ont tablé sur l'adaptation, l'atténuation, les pertes et préjudices ou pertes et dommages liés aux impacts du changement climatique. La question de la finance climat est revenue sur la table, le transfert des technologies, le bilan mondial, la décision principale de la COP27 et l'organisation de la COP27. Alors, relatif aux questions d'adaptation, il y a eu des promesses. Là, je suis dans les résultats que nous avons obtenus. Il y a eu des promesses évaluées à environ 230 millions de dollars destinées à renforcer l'adaptation d'ici 2030, la résilience donc des personnes et des communautés les plus vulnérables au changement climatique, c'est-à-dire leur donner la capacité de s'adapter à la nouvelle donne du climat, laisser les habitudes que nous avions, les activités polluantes, les habitudes qui ne protègent pas l'environnement. Alors il faut des moyens pour le changement des comportements, le changement des procédés nécessite des moyens. Donc on a obtenu une promesse de 230 millions de dollars d'ici 2030. Mesdames et messieurs, c'était la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bassaliba Massoudi, qui parlait des retombées de la COP27 pour la RDC, dont la promesse de 230 millions de dollars faite au pays pour renforcer l'adaptation et la résilience aux effets du changement climatique d'ici à 2030. Plusieurs professionnels du secteur de l'eau, experts et autres scientifiques se sont réunis au centre des recherches en ressources en eau du bassin du Congo, CREBAC, autour du programme de master en ressources en eau pour identifier, développer et valider les contenus des 5 spécialisations du programme en master en ressources en eau de l'École supérieure de l'eau. Cette formation de ressources humaines sur les questions de ressources en eau va permettre aux étudiants et autres apprenants d'être capables de répondre aux enjeux de l'heure, d'appréhender et de gérer de façon intégrée et transversale les ressources en eau en vue de maximiser le bien-être économique et social qui en résulte sans compromettre la pérennité des écosystèmes vitaux. L'objectif de cet atelier est d'évaluer les contenus des 5 spécialisations de formation en ressources en eau, d'identifier l'expertise nécessaire et de faire des propositions concrètes pour que la formation réponde aux besoins réels. Il était question pour ces professionnels, experts et scientifiques de définir les orientations de spécialisation. Il est question maintenant que nous puissions définir les orientations pour les spécialisations. Nous avons 5 spécialisations. Nous avons la spécialisation eau et énergie, deuxième spécialisation eau et navigation, troisième spécialisation eau et biodiversité, quatrième spécialisation eau, irrigation et sécurité alimentaire,
Et 5e spécialisation, c'est eau potable et assainissement. Alors, les étudiants qui ont déjà terminé leur tronc commun de premier semestre sont maintenant appelés à se choisir l'une des spécialisations. C'est ainsi que nous étions ici avec les experts pour revoir les contenus de ces spécialisations pour que cela réponde réellement aux besoins exprimés sur terrain par les institutions au niveau pour la gestion des ressources en eau dans notre pays et au niveau de la région de l'Afrique centrale. Ces 5 spécialisations sont notamment eau et assainissement, eau et énergie, eau et navigation, irrigation et sécurité alimentaire et enfin eau et biodiversité. Des spécialisations devront permettre aux étudiants et apprenants d'intégrer les institutions tant du secteur public que privé, d'identifier les problèmes réels de gestion des ressources en eau et par ricochet répondre aux besoins de la société en matière de gestion, eux-mêmes utiliser des ressources en eau qui sont également un bien économique comme social. Cet atelier est vraiment d'une importance capitale puisque nous venons de finir avec les cours du premier et du second semestre. Alors, il aurait fallu qu'on puisse préparer pour nous un curricula, les cours qu'on devait voir dans la spécialisation. Il a été question de mettre en place les unités d'enseignement qui devaient être beaucoup plus pratiques pour qu'à la sortie de ces masters, que nous soyons en mesure de résoudre les problèmes concrets sur terrain. Pour enrichir les débats et les documents d'études, les participants se sont répartis en 5 panels pour réfléchir à fond autour du processus de la mise en œuvre du programme des masters en ressources en eau. Ces différents panels ont donné lieu à une panoplie de recommandations. Dans les groupes spécialisation eau et biodiversité. Et dans ces groupes, nous avons eu à énumérer quelques éléments constitutifs, entre autres les impacts qui tient à mon domaine de formation, les impacts humains sur l'écosystème aquatique et qui affectent la biodiversité. Donc c'est une spécialisation qui va dans l'essence de l'évaluation d'abord de la biodiversité, de la protection de la biodiversité et de la restauration de la biodiversité. Voilà donc l'essentiel dans cette spécialisation. Satisfaction pour le professeur Jean-Marie Kayembentumba, recteur de l'UNIKIN du travail abattu par les professionnels, experts et scientifiques du secteur en eau, tant sur les recommandations auxquelles ils ont abouti à un rapport avec la mise en œuvre du programme de master en ressources en eau que sur les valeurs intrinsèques de la ressource en eau tant que bien social et économique. Nous sommes fiers réellement pour cette école à vocation régionale, sous-régionale et pourquoi pas mondiale. Nous rêvons de cela, étant donné que notre pays est quand même un des mieux fournis en termes d'eau et en termes de forêt. RDC Solutions, d'où est partie certainement UNIKIN Solutions. Mais les solutions ne viendront que des réflexions qui se font de manière transversale comme vous, qui nous faites découvrir aujourd'hui que l'eau n'est pas aussi simple qu'on y pense. C'est déjà un composé hétérogène en lui-même. C'est déjà une source d'énergie extraordinaire. Et lorsque un pays n'a pas d'eau potable, c'est voué complètement à la mort. On a même l'impression d'en avoir un peu de trop. Parce que chaque fois qu'il pleut, la conséquence, la première, faute d'irrigation, j'ai entendu que vous entreprenez une formation également dans l'irrigation des eaux. Comment ne pas nous permettre de résoudre des problèmes multidimensionnels qui appellent absolument une réflexion pas unique, mais aussi plurielle. Donc c'est un encouragement particulier pour nous. Promouvoir les services en ressources en eau à travers la formation et les renforcements des capacités est la clé à la valorisation des ressources en eau du bassin du Congo. La nécessité était donc pour l'École supérieure de l'eau du CREBAC de concevoir depuis 2018 un programme de formation en faveur des experts pour répondre aux besoins de la RDC et de la région de l'Afrique centrale en matière de la gestion des ressources en eau dans le bassin du Congo,
tout en tenant compte des aspects liés au changement climatique. Comme annoncé en début de l'émission, nous recevons aujourd'hui Alain Goulungu dans cette émission pour échanger sur les fondements juridiques des négociations climatiques, les avancées significatives des négociations, les résolutions sur les compensations, le renforcement et l'avenir des négociations. Je rappelle qu'Alain Goulungu est consultant en matière de négociations climatiques. Alain Goulungu, dites-nous d'abord quel est les fondements juridiques des négociations climatiques qui sont à leur 27e édition aujourd'hui, en attendant bien sûr la 28e COP l'année prochaine. De manière claire et précise, nous dirions que les fondements juridiques des négociations internationales sur le climat ont pour base juridique, si vous voulez, c'est la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques. Et il y en a ce qu'on appelle les conventions de Rio, organisées en 1992 au Brésil. Il y en a principalement 3 conventions qui sont justement issues de ces grands sommets-là de la Terre. Alors, la communauté internationale a signé pratiquement 3 conventions. La première, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La deuxième, c'est la Convention sur la diversité biologique. Et la dernière, c'est la Convention sur la lutte contre la désertification. Donc, en ce qui concerne le climat tient sa base juridique justement sur cette convention-là, cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en son article 6, qui justement appelle tous les États partis à commencer à organiser ce qu'on appelle les conférences des partis chaque année pour faire une analyse de l'évolution du climat dans tous les pays du monde. Oui, Monsieur Alain, alors que chaque année, le pays signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique se retrouve dans un pays membre pour une COP. Y a-t-il jusque-là des avancées, selon vous, dans ces négociations climatiques? Car certains observateurs pensent que c'est devenu des rendez-vous, des routines où on va et on revient sans résultat probant. Non, c'est que je pense qu'il y a quand même une plus-value en organisant ces COP dans plusieurs pays. On en est aujourd'hui à la 27e COP, si je ne me trompe pas. Et il y a quand même ce qu'on appelle un ratio sur le plan social, économique et sur le plan environnemental, parce que l'humanité tout entière est en train de prendre conscience du danger que représente aujourd'hui le réchauffement climatique. Et je crois qu'il est de bon aloi pour tous les États partis de pouvoir se rencontrer pour échanger des points de vue, pour échanger des connaissances, pour échanger même des pratiques entre les États partis en vue de trouver la solution justement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et je crois que c'est une préoccupation mondiale. On ne doit pas s'éterrer, on doit à tout moment se rencontrer pour échanger des idées, pour voir comment l'humanité tout entière peut donner des réponses rapides au réchauffement climatique. Et donc, il est tout à fait clair que les États partis se rencontrent au moins chaque année pour justement essayer de trouver solution à cette grande problématique. La dernière édition de la COP27 en Égypte a accouché d'une déclaration et d'une résolution sur la compensation pour les pays qui ont été adoptés. Pensez-vous que c'était suffisant pour satisfaire le participant à cette COP27 dans la lutte contre le changement climatique? Même si c'est insuffisant, je crois que c'est un bon départ, c'est un pas en avance. Au lieu de ne rien avoir à la main, et, les États partis à la Convention cadre sur les changements climatiques qui s'étaient retrouvés à Sharm el-Sheikh en Égypte ont compris qu'il était vraiment temps de pouvoir avoir quelque chose, ne fût-ce qu'un mauvais accord que de rien avoir. Et je pense que c'était un grand pas pour les nations de pouvoir avoir déjà un fonds qui va commencer à compenser les pertes et dommages que subissent les pays dont les effets néfastes des changements climatiques sont perceptibles, comme les pays africains, les pays du Sud, mais aussi que les États du Nord, ce qu'on appelle les pays de l'annexe A, selon le protocole de Kyoto, ont manifesté leur volonté de pouvoir mettre un financement sous forme
d'aide publique aux pays qui sont victimes justement des effets des changements climatiques. Et je crois que c'est une bonne avancée et l'humanité doit aller dans ce sens-là pour mettre la main dans la poche en vue justement de financer toutes ces activités-là liées notamment aux pertes et dommages. Nous savons en Égypte, M. Alain Gouloungou, la République démocratique du Congo a renforcé son leadership climatique ou environnemental et a vendu son image positive. Selon la VPM, lors du briefing du lundi 28 novembre 2022, qu'est-ce que le pays peut attendre en retour dans le cadre des négociations climatiques, selon vous? Avant, il y a eu par exemple en 2009, lors de la COP de Copenhague, une promesse faite par les États du Nord, les pays avancés, de pouvoir débourser 100 milliards d'ici 2020, justement pour financer toutes les activités d'atténuation et d'adaptation climatique. Mais rien n'a été fait jusque-là de manière concrète. Mais à la COP27, il y a un fonds qui vient d'être créé, justement, qui va récolter tous les financements climatiques pour justement soutenir les pays du Sud qui sont enclins, qui subissent des effets néfastes des changements climatiques par rapport aux pays du Nord qui ont assez, dont leurs économies sont viables actuellement et peuvent faire face aux effets des changements climatiques par rapport aux États du Sud. Nous pensons que la République démocratique du Congo mérite encore plus que cela, en tout cas. La dernière question, M. Alain Gouloungou, avant de boucler notre entretien, quel est l'avenir des négociations climatiques, sachant que la COP28 aura lieu aux Émirats arabes unis en novembre 2023? Peut-on encore compter sur la COP, sur les COP, voulais-je dire, pour résoudre la crise climatique? Oui, je salue d'abord cette volonté politique de pouvoir intégrer la RDC dans une dynamique de participer de manière active au débat international sur les changements climatiques, mais il est aussi reconnu que la RDC devrait renforcer son système de gouvernance, et spécialement des ressources naturelles, pour voir dans quelle mesure on peut promouvoir les développements qui soient sobres en carbone, mais aussi faire bénéficier aux communautés riveraines des ce qu'on peut appeler des bénéfices, des co-bénéfices justement résultant de l'exploitation des ressources naturelles. Je crois que le travail à faire maintenant est d'amorcer des réformes, ou soit de consolider les réformes qui ont déjà été amorcées, pour que maintenant les populations de la RDC se retrouvent aussi en termes d'avantages socio-économiques issus justement de l'exploitation de ces ressources naturelles-là. Les shows, oui, nous sommes d'accord de cela, mais cela ne suffit pas. Vous n'allez pas faire les choses médiatiques alors que les populations sont dans la pauvreté. Je crois qu'il y a des réflexions à mener, c'est dans le sens de commencer à promouvoir une économie beaucoup plus axée sur l'exploitation des ressources naturelles, qui soit une économie bien sûr solidaire, pour qu'il y ait quand même une inclusion sociale, mais aussi tout en assurant la protection de l'environnement. Je crois que dans cette logique-là, la RDC bénéficierait beaucoup des financements internationaux liés au climat si elle arrive à faire, à procéder à des réformes qui pourront justement attirer les investissements directs en ce qui concerne les secteurs liés au climat. Avez-vous un dernier mot à ajouter? Vous voyez, le monde est en train de couler. Si on aimerait bien sauver encore la vie sur Terre, je crois que tous les États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont intérêt à travailler dans le sens de réduire sensiblement les émissions afin d'accorder à l'humanité la chance, d'ici 2030, vraiment qu'on procède à une réduction de 1,5 degrés Celsius par rapport aux émissions globales. Si rien n'est fait dans ce sens-là, alors là, nous soumettons l'humanité tout entière à une destination vers l'inconnu. L'inconnu, c'est la catastrophe que nous aurons dans les 100 prochaines années. Et donc, c'est de notre responsabilité en tant que génération de pouvoir s'assumer avec beaucoup plus de transparence pour amener les États partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à comprendre que c'est bien de courir derrière la croissance, mais aussi c'est mieux de pouvoir assurer pour les générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants, un monde où il fait beau vivre
un monde où il n'y a pas assez de pression anthropique sur les réserves forestières qui, justement, démontrent que c'est vraiment un bon poumon de carbone pour justement essayer de réguler les climats sur le plan global. Et donc nous avons cet intérêt-là de pouvoir protéger pour nous-mêmes d'abord la vie, mais aussi pour les générations à venir. Et je crois que la RDC étant l'un des pays forestiers incontournables actuellement, comme on l'appelle pays solution, doit intégrer cela dans ses politiques nationales, dans ses planifications de développement, pour faire en sorte que justement les climats soient au centre de son agenda politique et contribuer énormément à la régulation du climat au niveau global. Si rien n'est fait dans ce sens-là, donc la RDC va exposer l'humanité tout entière à un danger imminent. J'estime qu'il est temps pour la RDC d'exercer son leadership sur le plan du climat au niveau de la sous-région, mais au niveau global. Pour y arriver, je crois qu'il faut des réformes approfondies dans les secteurs, mais aussi de pouvoir préparer des bons diplomates qui peuvent assurer avec responsabilité cette sorte de diplomatie environnementale qui se trame actuellement, qui est un aspect très important que nous pouvons commencer à développer à l'instar d'autres pays comme le Brésil, comme l'Indonésie, qui ont compris cela, et de pouvoir associer toutes les parties prenantes, la société civile, les secteurs privés, dans les débats, pour que nous soyons un pays réellement solution et que nous offrons aux autres aussi cette sorte de gouvernance solidaire que nous sommes en train de bâtir afin de pouvoir trouver des réponses rapides à certains questionnements que l'humanité se pose, notamment en ce qui concerne le climat. Mesdames et messieurs, RDC Environnement de ce jour est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci à Ruben Mayoninsa Kiyunga, Guilherme Zembede Gonzac, ainsi qu'à toute l'équipe rédactionnelle et technique qui a concouru à la réussite de ces numéros de votre émission. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre environnement. Au revoir.